Bienvenue dans The Crime Reel. Pour la narration de faits divers d'aujourd'hui, nous allons examiner l'affaire bouleversante d'une jeune femme du nom d'Inde Chipchase, un crime horrible dont le début a été enregistré par des caméras de vidéosurveillance. Alors qu'elle était abordée et emmenée par un homme qui prétendait qu'il la protégerait, Inde Chipchase, âgée de 20 ans, était une jeune femme brillante qui, en 2016, vivait et travaillait à Northampton, en Angleterre. Sa mère, Sue, la décrivait comme quelqu'un qui illuminait une pièce dès qu'elle y entrait. Inde était passionnée de sport et fan de son club de rugby local, les Northampton Saints. Elle étudiait pour devenir ambulancière et travaillait dans un bar local pour couvrir ses frais de subsistance. Le 29 janvier 2016, elle est sortie avec des amis pour une soirée afin d'oublier ses difficultés avec son petit ami, Grant Hare, avec qui elle avait une relation en dents de scie. Ses amis ont remarqué qu'elle semblait contrariée et qu'elle buvait beaucoup. Vers minuit, Inde a décidé qu'elle voulait rentrer chez elle. Elle a quitté ses amis au club et est allée chercher un taxi. Le vigile du club l'a aidé à trouver un taxi. Quand le chauffeur de taxi a demandé le prix à l'avance, elle s'est énervée et est sortie. Inde a voulu retourner dans le club pour retrouver ses amis, mais trop ivre, la sécurité l'a refusé. Les images de vidéosurveillance devant le club montraient Inde très bouleversée, pleurant et tentant plusieurs fois d'appeler son petit ami. Cependant, le téléphone de Grant était déchargé et il n'a reçu les messages ou les messages vocaux d'Inde que bien plus tard, lorsqu'il est rentré chez lui et a pu recharger son téléphone devant le club. Vers 1h15 du matin, le 30 janvier, Inde a été abordée par un homme nommé Edward Tenniswood, un comptable de 52 ans qui a ensuite été décrit par son propriétaire comme un solitaire et par son propre avocat comme un original. Sur les vidéos, Edward passe devant Inde et la regarde alors qu'elle tente d'utiliser son téléphone. Edward est ensuite revenu sur ses pas et a commencé à parler à Inde, la rassurant en lui disant qu'il veillerait à ce qu'elle rentre chez elle en toute sécurité et qu'il lui trouverait un taxi. Inde était d'abord réticente, disant à Edward qu'elle voulait simplement rentrer chez elle. Edward s'est montré compréhensif et rassurant. Finalement, il l'a fait monter dans un taxi et a indiqué au chauffeur la rue où il habitait. Edward a demandé au chauffeur de s'arrêter avant chez lui, puis a aidé Inde à sortir. Un témoin, dehors devant chez lui en fumant, a vu le couple marcher côte à côte sur Stanley Road. Inde était manifestement ivre et titubée, et elle était guidée et soutenue par Edward. Après qu'Edward l'a fait entrer dans son appartement, il l'a agressée sexuellement, l'a étranglée et a rhabillé son corps. Il l'a ensuite recouverte d'un drap avant de partir chercher un kebab et de continuer à boire dans un hôtel à proximité. La police l'a retrouvée à l'hôtel le lendemain, après que la mère d'Inde a signalé sa disparition pour ne pas être rentrée. Le signalement était d'abord une alerte de niveau moyen, jusqu'à l'absence d'Inde à son service le lendemain. Et lorsque les images d'elle et d'Edward ont été découvertes, la police a élevé l'affaire au niveau d'alerte maximale, et un officier a pu reconnaître Edward sur les images et l'identifier. Edward avait déjà eu des problèmes avec la justice et venait d'être libéré sous caution 2 semaines avant son arrestation pour une agression présumée. Les enquêteurs ont tenté à plusieurs reprises de l'arrêter pour ces accusations, mais rassemblaient encore des preuves lors du meurtre d'Indira. Vers 15h30, le 31 janvier, la police est entrée dans la maison d'Edward alors qu'il se trouvait encore à l'hôtel voisin. Ils ont trouvé son appartement recouvert de bâches en plastique et de revêtements. Son ordinateur était emballé dans du plastique et des photos de femmes couvraient les murs de son appartement. Cela comprenait des images des femmes du groupe Little Mix et un grand nombre de photographies du mannequin Heather Stewart White. Edward affirmera plus tard qu'il avait tout recouvert de plastique parce que c'était plus facile que de devoir tout nettoyer tout le temps, ce que beaucoup trouvaient impossible à croire. Les enquêteurs ont découvert le corps d'Inde dans la chambre d'Edward, ainsi que des gants chirurgicaux tachés du sang d'Inde et de l'acide désoxyribonucléique d'Edward dans une poubelle. Edward a été arrêté dans le hall de l'hôtel, où il était resté 22 heures après le meurtre.
Il n'a pas paru surpris par la police et n'a pas demandé la raison de leur présence. Les policiers ont aussi trouvé des gants en latex et un couteau de cuisine dans son sac à dos. En mai 2016, il a plaidé non coupable du meurtre d'Indira. Edward a déclaré qu'Indira était morte à cause de son inexpérience et incompétence, excluant l'hypothèse du meurtre. Il a déclaré au tribunal que ce qui était arrivé à Indira était un accident, qu'ils avaient eu des rapports sexuels consentis lorsqu'Indira avait mis ses mains autour de son cou et avait poussé. Edward a dit qu'il avait été désireux de lui faire plaisir, et il a ajouté qu'il avait dû maintenir la pression. Juste trop longtemps ou il avait simplement serré trop fort. Il a raconté leur nuit pleine d'amour, sans réaliser qu'elle était morte en la rhabillant. Ensuite, il a dit qu'il pensait qu'elle était simplement dans un sommeil profond, allant même jusqu'à dire au tribunal qu'il s'était blotti contre elle avant de partir chercher quelque chose à manger. Mais les preuves ont montré tout autre chose. Indira avait plus de 30 blessures récentes réparties sur tout le corps, bien que certaines d'entre elles puissent éventuellement s'expliquer par des chutes après avoir bu de l'alcool. Elle a eu un traumatisme au visage et au cou compatible avec une agression. L'acide désoxyribonucléique d'Edward a été trouvé sous ses ongles et il avait des griffures au cou, preuve qu'elle s'était défendue. L'ordinateur du hall affichait des recherches sur Indira. On a supposé qu'Edward vérifiait si la nouvelle de sa disparition avait été annoncée. Son comportement au tribunal était étrange, il semblait jouer un rôle. Il semblait revivre l'expérience tout en essayant simultanément de réécrire les événements de cette nuit-là. Le juge devait souvent rappeler à Edward de garder ses phrases courtes et précises, mais Edward continuait à entrer dans les moindres détails de sa nuit avec Inde. À un moment donné, il a tellement bouleversé sa famille que le juge a dû demander une suspension d'audience. Edward a même proposé d'apporter un mannequin au tribunal pour montrer précisément au jury ce qui était arrivé à Inde. Il a ensuite affirmé qu'il avait toutes les photos et coupures de presse chez lui, en particulier celle du mannequin Heather Stewart White, parce qu'ils avaient eu une relation. Heather déclarera plus tard que cela était faux, qu'elle n'avait jamais rencontré Edward consciemment et qu'elle n'avait aucune idée d'où il avait pu tirer cette histoire. Il n'est pas non plus exagéré de dire qu'Edward a peut-être attaqué India parce qu'elle ressemblait beaucoup à Heather. Elles avaient une silhouette et les mêmes couleurs d'yeux et de cheveux. Tragiquement, India a été prise pour cible simplement parce qu'elle était devant le mauvais club, au mauvais moment. À la fin du procès, le jury n'a pas mis longtemps à prendre sa décision. Ils ont délibéré pendant moins de 2 heures avant de revenir avec un verdict de culpabilité. Edward a été condamné à la réclusion à perpétuité avec un minimum de 30 ans ainsi qu'à 12 ans pour agression sexuelle, peine à purger simultanément. Edward restera en prison jusqu'à plus de 80 ans pour ce qu'il a fait à India. Le juge a affirmé que la peine prononcée ne compenserait jamais la perte subie par la famille et ses proches. Et il a qualifié ce qui est arrivé à India de crime terrible. Il a affirmé que ce crime résultait de la volonté de l'accusé de satisfaire ses désirs sexuels sur une femme attirante bien plus jeune. C'était un crime totalement dépravé. Il a aussi affirmé qu'Edward avait choisi Inde car elle était si ivre qu'elle ne pouvait pas s'occuper d'elle-même. Alors qu'Edward affirme toujours que ce qui s'est passé était un accident, il est clair pour tous les concernés que ce n'était en rien le cas, surtout pour la mère d'Inde. Sue Chipchase a fondé les Gardiens de Northampton, un groupe de bénévoles soutenant les personnes lors de leurs sorties nocturnes. Les gardiens dépendent des dons et du bénévolat de leur équipe pour assurer la sécurité dans les rues. Ils travaillent pour s'assurer qu'aucune autre famille n'aura à endurer la douleur que la famille d'India a subie. J'ai inclus un lien vers leur page Facebook ainsi que leur page Just Giving dans la section des commentaires ci-dessous. Au cas où certains d'entre vous souhaiteraient jeter un œil au travail incroyable que cette association accomplit ou faire un don pour les soutenir à l'avenir. L'affaire d'aujourd'hui est terminée. Merci d'avoir écouté l'histoire tragique d'Inde Chipchase. Après cette affaire, j'ai choisi de faire une vidéo plus longue avec d'autres crimes contre les femmes. Voici la deuxième affaire. Joanne Nelson. Joanne Nelson était une jeune femme de 22 ans originaire du Yorkshire, en Angleterre. Elle était la fille aînée de Charlie et John Nelson, qui ont ensuite eu 2 autres enfants, Katie et Jenny. Joanne était fonctionnaire au centre d'emploi local.
Elle était populaire et avait un bon cercle d'amis, dont beaucoup qu'elle connaissait depuis l'école. Douée en sport, elle aimait le netball, le rounders, la natation et voulait voyager. Joanne, proche de sa famille, était considérée comme gentille et attentionnée. Et toutes les personnes qui l'ont connue n'ont que des choses positives à dire sur elle. Joanne vivait dans le quartier de Cottingham à Hull avec son fiancé, Paul Dyson, âgé de 30 ans, dont elle était apparemment folle amoureuse depuis environ 1 an. Le couple prévoyait de se marier en 2006 et économisait activement pour leur mariage et leur lune de miel au Mexique. Le soir de la Saint-Valentin 2005, Paul a appelé la police pour signaler la disparition de Joanne. Lors de l'appel de 14 minutes, il a dit l'avoir vue pour la dernière fois vers 6h30 ce matin. Le couple s'était levé tôt, avait échangé des cartes de Saint-Valentin, puis Paul l'avait embrassée avant de partir travailler comme machiniste sur bois. Lorsqu'on lui a demandé s'il y avait eu une dispute entre eux, il a répondu « Non, rien de tel ». La Renault Clio de Joanne a été retrouvée déverrouillée devant leur domicile. La mère de Joanne, Jeanne, a déclaré que la disparition de Joanne était très inhabituelle, ajoutant qu'elle était très proche de sa famille et qu'elle ne ferait rien pour nous bouleverser. Il a été établi qu'un manteau blanc 3/4, des bottes en daim et un sac à main noir appartenant à Joanne manquaient à son domicile. Le fait que Joanne n'ait ni appelé sa sœur pour son anniversaire, ni assisté aux funérailles du père d'une amie a encore renforcé les inquiétudes sur sa sécurité. La police a cherché à savoir ce que Joanne avait fait avant sa disparition. Elle avait été avec ses parents et ses sœurs le samedi 12 février, puis le 13 février. Paul a raconté comment ils avaient passé une journée tranquille ensemble, faisant une promenade en voiture à la campagne. Ensuite, malgré le vent et la pluie, ils sont allés se promener et ont fait un pique-nique, puis ils sont rentrés à la maison et ont passé la soirée à regarder la télévision. La police a fouillé les environs de la maison de Joanne. Des hélicoptères avec détecteurs thermiques ont été déployés, des enquêtes menées, des images de vidéosurveillance analysées et les dépendances, cours d'eau et terrains vagues fouillés. Le 16 février, Paul a fondu en larmes en décrivant sa fiancée devant les caméras, disant « Cette fois, je l'aime plus que tout, je veux juste qu'elle revienne. » Elle souriait toujours, elle n'avait pas une once de méchanceté en elle. « Je veux juste savoir où elle est. » Il a dit « Je me suis levé tôt à la Saint-Valentin, nous avons échangé des cartes, je l'ai embrassée et prise dans mes bras. J'ai tiré la couverture sur elle pour qu'elle puisse se reposer encore 1 heure ou 2. Je l'ai embrassée pour lui dire au revoir et je suis parti travailler. C'est tout, jusqu'à ce que je rentre du travail et qu'elle ne soit pas là. J'ai passé quelques appels rapidement. Si elle sort, elle me prévient toujours. Je prie juste pour qu'elle aille bien. Il n'y a aucune chance que je lui fasse du mal et je ne connais personne qui lui en voudrait. » Cependant, en regardant la prestation de Paul, les mots qu'il avait choisis, ses yeux fermaient très fort pour faire couler des larmes. Le détective, le surintendant Ray Higgins, avait aussi remarqué 2 coupures en croissant sur les pouces de Paul. Le détective savait qu'il s'agissait de blessures typiques d'étranglement, auto-infligées lors de la strangulation. Pendant ce temps, les parents de Joanne ont publié d'autres photos de leur fille insouciante dans l'espoir d'obtenir plus d'informations du public. Ils étaient désespérés que leur fille revienne. Joanne n'avait donné aucun signe et son téléphone ni ses cartes de crédit n'avaient servi. Puis, le 18 février 2005, Paul a été arrêté, soupçonné de meurtre. Il a été longuement interrogé pendant que la recherche de Joanne se poursuivait. Le 20 février, la police a obtenu des magistrats une prolongation de 36 heures pour poursuivre son interrogatoire. La police a bouclé la maison de Joanne et Paul pour effectuer des analyses médico-légales, et un ordinateur a été saisi. Ils ont aussi visité le site pittoresque près d'une église, près du pont Humbert, mentionné par Paul et que le couple avait vu. La veille de sa disparition, le 21 février, alors qu'il n'y avait toujours aucune trace de Joanne, Paul a été inculpé de son meurtre. Des détails sur le passé de Paul ont commencé à émerger. On ne sait pas combien de ces détails Joanne connaissait. Le père de Paul, Peter Dyson, que Paul idolâtrait, avait été emprisonné pendant 6 ans avant la naissance de Paul.
pour l'homicide involontaire d'un homme à Barnsley. Lorsque Peter avait 22 ans, il a poignardé à mort un homme nommé John Dickinson avec un couteau de cuisine lors d'une dispute au sujet de l'amitié de John avec la femme de Peter. Puis, lorsque Paul n'avait que 2 jours, son père s'était impliqué dans un délit de fuite mortel. Gordon Kell, 47 ans, père de 7 enfants, rentrait chez lui avec sa famille après avoir fêté ses 25 ans de mariage. Peter rentrait chez lui après avoir rendu visite à son fils nouveau-né à l'hôpital, lorsqu'il a percuté et tué Gordon avant de prendre la fuite. Il a évité des poursuites pour cette infraction. Le père de Paul est mort d'une crise cardiaque en 2000 à 55 ans. Paul aurait été profondément affecté par sa disparition. La même année où sa fille Chloé est née, Paul a été marié à Jenny Clark, la mère de Chloé, pendant 18 mois. Paul a été violent durant le mariage, étranglant Jenny jusqu'à perte de connaissance. Paul avait peu de diplômes et a occupé des emplois peu rémunérés. Il s'est intéressé aux arts martiaux, atteignant le niveau de ceinture marron en kickboxing avant de devenir passionné de musculation, ce qui l'a finalement amené à s'injecter des stéroïdes. Parfois, il travaillait comme videur dans les clubs et bars de Hull où ses collègues le décrivaient comme grande gueule et bruyant. C'est en faisant ce travail qu'il a rencontré Joanne. Plus tard, on découvrira que Paul était très proche de son entraîneur Colin Allen, à qui il a avoué le meurtre de Joanne. Colin a raconté à la mère de Paul ce qu'il avait fait et elle a eu le courage d'en informer la police. Face à la police, Paul a reconnu avoir menti. Malgré l'accusation de meurtre, Joanne restait introuvable. Paul ne pouvait ou ne voulait pas dire à la police où était son corps, affirmant avoir conduit sans faire attention à la destination. Il a dit se souvenir être repassé par York, où il y avait un portail en métal et des sapins de Noël dans les bois. La recherche de Joanne allait être la plus vaste jamais menée par la police de Humberside. Des centaines de policiers et de militaires ont ratissé environ 300 miles carrés de terrain, souvent difficiles à la recherche de Joanne. Le mauvais temps et la neige abondante ont ralenti les recherches. Un écologiste et botaniste médico-légal a été sollicité pour analyser divers objets, dont une motte de boue issue de la Renault Clio de Joanne. Et en relativement peu de temps, il a trouvé du pollen provenant principalement de 4 espèces végétales: la fougère, le charme, le bouleau argenté et la pruche de l'Ouest. La découverte de la pruche de l'Ouest, conifère persistant rare, correspondait à la description de Paul sur les sapins de Noël, à l'endroit où il avait laissé le corps de Joanne. Ces résultats ont été envoyés au responsable adjoint du comté de la région, une personne nommée par la Société botanique des îles britanniques pour cataloguer les plantes. Et par conséquent, ils ont pu orienter la police vers une zone de 100 km² au nord-est de York, où ces plantes poussaient ensemble. Le 25 mars, près de 40 jours après la disparition de Joanne, le surintendant détective Ray Higgins, accompagné du constable détective Philip Gadd, fouillait cette zone. En voyant un portail en métal semblable à celui décrit par Paul, avec des pruches de l'Ouest derrière, ils sont entrés dans les bois et se sont séparés pour explorer la zone. Peu après, le principal enquêteur Ray Higgins a retrouvé le corps de Joanne dans des sacs poubelles, cachés sous des branches et de la mousse. Une autopsie a révélé qu'elle avait été étranglée. Le 4 mai, Paul a comparu devant la couronne de Hull, inculpé du meurtre de Joanne. Il n'a pas plaidé formellement, mais son avocat Gary Borrell a précisé qu'il reconnaît l'homicide illégal. Les funérailles de Joanne se sont tenues en mai au crématorium de Hull, réunissant plus de 200 personnes en deuil. En août, Paul a nié avoir tué Joanne, mais a reconnu l'homicide involontaire. Le procureur Andrew Hatton a déclaré à la cour royale de Hull que le plaidoyer n'était pas acceptable et que Paul devait être jugé pour meurtre en novembre. L'accusation avait constitué un dossier solide contre Paul, affirmant qu'au vu des preuves, le ministère public soutient que il sentait qu'elle se désintéressait de lui et a décidé que si elle n'était pas à lui, personne ne l'aurait. De ses propres mains, il a étranglé à mort la frêle Joanne John Nelson. Il pense que le soir du 13 février, Joanne et Paul s'étaient disputés au sujet des tâches ménagères.
Et Johan avait demandé à Paul de lancer une machine à laver, ce qu'il ne savait pas faire. Une dispute a éclaté, Paul a perdu son sang-froid et a tué Johan en l'étranglant. Les images de vidéosurveillance le montreraient acheter calmement des sacs poubelles, des gants et du désinfectant dans une supérette du coin, dans le but de dissimuler son corps et d'éliminer les preuves de leur domicile. Il s'est ensuite rendu chez sa mère pour récupérer une fourche de jardin afin d'enterrer le corps de Johan, attachant son corps dans des sacs poubelles. Il a pris sa voiture pour aller à la campagne se débarrasser du corps, puis est revenu chez sa mère rendre la fourche. Il a parlé calmement avec la voisine, lui demandant si ses vacances s'étaient bien passées et annonçant qu'il allait adopter un autre chat, puis elle a demandé des nouvelles de Johan. Il a répondu qu'elle allait bien. Le matin de la Saint-Valentin, il est parti travailler comme d'habitude. Il a même simulé une conversation avec Johan sur son téléphone, entendue par un ami. Avant son procès pour meurtre, Paul s'est tailladé les poignets et a écrit « Désolé » avec son sang sur les murs de la prison le jour prévu du procès. Paul a plaidé coupable de meurtre lors d'une audience de 3 minutes. Peu de temps après, il a été condamné à la prison à vie avec une peine minimale de 16 ans. Paul a sangloté lorsqu'il a été condamné, le juge condamnant son hypocrisie stupéfiante et écœurante d'avoir lancé un appel larmoyant à la télévision, ainsi que l'acte indicible et maléfique qu'il avait commis. En revanche, la famille de Johan a parlé avec dignité et courage, déclarant que nous n'avons pas de pitié pour nous-mêmes. Nous avons de la peine pour Johan et pour la vie à laquelle elle n'aura pas droit. Nous, ses parents, ses sœurs et tous ceux qui l'aimaient, avons été lésés. La justice ne sera jamais faite car Johan ne reviendra pas, mais nous sommes chanceux et fiers de l'appeler notre fille et sœur. 14 ans après le début de sa peine, Paul, âgé de 45 ans, a été transféré dans une prison ouverte. 3 ans plus tard, Paul a été libéré de prison après avoir purgé 17 ans, soit 1 an de plus que sa peine minimale. Mais c'est bien moins qu'une peine à perpétuité, ce qui m'amène à la question suivante. Une peine à perpétuité devrait-elle signifier la vie entière ? J'aimerais beaucoup avoir votre avis sur cette affaire dans la section des commentaires ci-dessous. Pour la narration d'aujourd'hui sur une affaire criminelle réelle, nous allons examiner le cas d'Amanda Chao Wei, qui est souvent simplement appelée Amanda Chao, puis le combat de sa famille pour obtenir justice dans une affaire inédite reliant la Chine et le Canada. Amanda est née en République populaire de Chine en 1981. Elle était l'unique enfant de Yang Baoying et Chao Sishun. La famille d'Amanda avait peu d'argent, mais ses parents travaillaient dur pour lui offrir la meilleure vie et les meilleures options pour son avenir. Ils ont dépensé toutes leurs économies pour envoyer leur fille au Canada afin qu'elle étudie dans le cadre d'un programme d'échange d'étudiants. Le 31 juillet 2000, Amanda a pris l'avion de Pékin à Vancouver, où elle devait étudier l'anglais au collège Coquitlam à Vancouver. Lors de son séjour, Amanda, 21 ans, a rencontré Ang Lee, 18 ans, et a entamé une relation avec lui. Lee, originaire de Chine, étudiait l'informatique à l'université Simon Fraser à Vancouver et venait d'une famille aisée. Son père travaillait pour le gouvernement chinois en tant que haut responsable militaire à Pékin et sa mère travaillait dans l'industrie du divertissement. Bien que les détails de la relation entre Amanda et Lee soient rares, le couple a commencé à vivre ensemble après quelques mois de relation, avec le cousin de Lee, Chang-han. Les 3 étudiants partageaient un minuscule appartement en sous-sol sur l'avenue Sherlock à Burnaby vers 20h mercredi. Le 9 octobre 2002, Amanda a quitté son appartement pour aller au magasin Safeway à l'angle de l'avenue Kensington et de la rue Hastings, située à un peu plus d'1 mile de chez elle. Cependant, elle n'est pas revenue. Lee a essayé de l'appeler plusieurs fois, mais sans succès. Après plusieurs heures, il est devenu extrêmement inquiet et a décidé d'avertir la police. Il a appelé le numéro d'urgence 911 vers minuit, mais on lui a dit de rappeler sur un numéro non urgent. Donc en suivant ses instructions, lorsqu'il l'a fait, un employé civil lui a conseillé d'attendre 24 heures puis de rappeler si nécessaire. Quand Lee a rappelé le lendemain soir, un policier a été aussitôt chargé de l'affaire. Mais il faudrait encore 6 jours avant que les détails de la disparition d'Amanda ne soient rendus publics.
Dans un article de journal du 17 octobre, Amanda était décrite comme une élève modèle qui n'avait jamais disparu auparavant. Elle ne consommait pas de drogue, buvait rarement, ne jouait pas et ne sortait pas le soir, sans lien avec des gangs. Les inquiétudes concernant la sécurité d'Amanda ont commencé à grandir, la police admettant qu'elle avait failli en ne rendant pas sa photo et ses informations publiques. Plus tôt, la police a fait l'objet de nombreuses critiques concernant la manière dont l'enquête a été menée, en particulier parce qu'Amanda avait disparu. Quelques heures seulement après la tentative d'enlèvement d'une femme coréenne de 38 ans dans la même zone, Lee a lancé un appel émouvant au public. Il a dit qu'il se reprochait de ne pas l'avoir emmenée au supermarché ce soir-là. 3 jours plus tard, le 20 octobre 2002, un couple de randonneurs marchant près du lac Stave, situé à environ 65 km à l'est de Vancouver, est tombé sur une valise. Ils sont allés enquêter et, en s'approchant de la valise, ils ont détecté une odeur désagréable. Après avoir trouvé une femme dans la valise, ils ont alerté les autorités qui ont confirmé qu'il s'agissait d'Amanda, 21 ans. Son autopsie a révélé plus tard qu'elle était morte par strangulation. 3 jours après la découverte du corps d'Amanda, son petit ami Lee a soudainement décidé de retourner en Chine. Il a dit devoir prolonger son visa et reviendrait au Canada une fois arrangé. La police montée royale du Canada. La police l'a arrêté à l'aéroport et l'a brièvement interrogé avant de le laisser poursuivre son voyage. Il a été rapporté dans la presse qu'il n'était pas suspect. Plus de 200 personnes ont assisté à la cérémonie commémorative publique du 3 novembre à la Galerie d'art de Vancouver. 2 fonds en fiducie ont été créés à la mémoire d'Amanda pour soutenir financièrement ses parents. Le meurtre d'Amanda avait rendu ses parents malades et ils avaient été hospitalisés à Pékin pour des examens et une surveillance médicale. 2 jours après avoir quitté l'hôpital, Yang Baoying, la mère d'Amanda, est arrivée à Vancouver. Le père d'Amanda, Chao Sichin, souffrait d'une maladie cardiaque chronique, ce qui l'empêchait de voyager. 9 jours plus tard, le 20 novembre, Yang Baoying est rentré à Pékin avec les cendres de sa fille, sans aucune explication sur ce qui lui était arrivé. Une avancée dans l'affaire est survenue après que la police a interrogé le cousin de Lee, Chang-Han, âgé de 19 ans. Han a affirmé que Lee avait tué Amanda et admis l'avoir aidé à se débarrasser du corps. Han a été inculpé comme complice après les faits et libéré sous caution de 90 000 $ canadiens, portant un nouveau coup à la lutte de la famille pour la justice. Il a été déterminé que les preuves contre Han avaient été recueillies de manière irrégulière et les charges retenues contre lui ont ensuite été abandonnées. Le 12 mai 2003, 7 mois après le meurtre et le retour de Lee en Chine, la police canadienne a émis un mandat d'arrêt contre lui. Lee a été inculpé par contumace de meurtre au second degré par le gouvernement canadien. Cependant, il fallut encore des années pour que la police et les gouvernements s'accordent sur sa poursuite, une affaire sans précédent. Et les longues négociations entre les 2 gouvernements allèrent aggraver la détresse des parents d'Amanda face à la perte de leur enfant unique en 1994, 8 ans avant le meurtre d'Amanda. Le Canada et la Chine ont signé le traité d'entraide judiciaire en matière pénale. Ce traité impliquait une entraide judiciaire mutuelle en matière pénale entre les 2 pays. Ils pouvaient partager des documents, obtenir des déclarations, fournir des preuves, transférer des éléments matériels et transmettre des dossiers criminels et judiciaires pour aider les procédures pénales. Même si la Chine et le Canada avaient accepté de partager ces informations et de coopérer selon ce traité. Il existe une exception dans le cas où il serait possible que quelqu'un soit exécuté pour ses crimes. Le Canada pouvait refuser l'assistance juridique car la peine de mort est interdite par ses lois nationales. Si Lee était condamné pour le meurtre d'Amanda en Chine, il pourrait être puni de mort. Le Canada n'était donc pas prêt à partager des informations ou des preuves liées à cette affaire avec la police chinoise. La Gendarmerie royale du Canada a demandé l'extradition de Lee vers le Canada. Cette demande a été rejetée. En 2007, la famille d'Amanda a envoyé une lettre au ministère de la Justice du Canada dans laquelle il déclarait « Nous avons perdu notre fille unique ». 5 ans plus tard, toujours pas de justice. Est-ce juste ? Les 2 personnes âgées souffrent encore énormément, à tel point qu'elles n'ont plus envie de vivre.
Chaque jour est une torture. Seriez-vous capable de supporter la même chose? Je vous en prie, dites-nous votre programme sur cette affaire pour que nous ayons des informations. Ne nous laissez pas attendre indéfiniment. Un an plus tard, en 2008, les parents d'Amanda et son cousin Lee Junjun se sont rendus à Vancouver pour poursuivre leur combat pour la justice et obtenir une mise à jour sur l'affaire. La Gendarmerie royale du Canada a présenté ses excuses à ses parents pour les erreurs commises lors de leur enquête. Et le 9 octobre 2008, qui marquait le 6e anniversaire de la mort d'Amanda, une cérémonie commémorative a été organisée pour honorer sa vie. Jenny Kwan, membre de l'Assemblée législative, a présenté ses excuses aux parents d'Amanda, déclarant « Le système judiciaire et policier ont failli à la famille Zhao ». Il n'y a aucun doute là-dessus. Ang Lee a été autorisé à quitter le pays et s'est enfui en Chine. Son cousin Chang-Han a été inculpé. Des complications liées au non-respect des procédures ont entraîné le rejet de l'affaire par le tribunal. La Gendarmerie royale du Canada et la famille ont tiré des leçons difficiles, surtout pour cette dernière. Les autorités chinoises voulaient traduire le suspect de meurtre en justice, mais avaient besoin de la coopération du Canada. En mars 2008, un accord politique a permis de partager les dossiers canadiens avec la police chinoise, avec la garantie que Lee ne serait pas exécuté s'il était jugé coupable, en raison de ses liens familiaux. Il a été défendu par un avocat réputé et l'affaire a encore été retardée. En 2011, 9 ans après la découverte du corps d'Amanda, Lee allait enfin être jugé devant un tribunal chinois. Mais une fois de plus, le processus était loin d'être rapide ou facile. Ce serait la première fois qu'un crime commis sur le sol canadien serait poursuivi en Chine. 2 jours de témoignages ont commencé le 20 septembre 2011. Selon les parents d'Amanda Jiao, Lee et sa famille n'avaient montré aucun remords, tandis que les parents de Lee affirmaient que leur fils était bouleversé par la mort d'Amanda et que le couple entretenait une relation amoureuse. À la présentation des preuves, la famille de Lee a quitté la salle d'audience en colère, affirmant qu'elle prouvait l'innocence de leur enfant. Et ensuite, une longue attente pour le verdict a suivi. En 2012, selon The Globe and Mail, Lee a avoué le meurtre peu de temps après son arrestation à Pékin en 2009. Cependant, il a affirmé avoir accidentellement étouffé Amanda lors d'une bataille d'oreiller. Pensant d'abord qu'elle s'était évanouie, il a ensuite compris qu'elle était morte. La mère de Lee a défendu son fils, assurant que ses aveux avaient été extorqués sous une torture inimaginable des autorités chinoises. Cependant, l'autopsie d'Amanda n'a pas confirmé cette version, car elle est morte par strangulation avec des ecchymoses et des marques au cou. Le 27 septembre 2012, plus d'1 an après la présentation des preuves initiales au procès, il a finalement été rapporté que Lee avait été reconnu coupable d'homicide volontaire et condamné à la prison à vie. Presque 10 ans après le meurtre d'Amanda, ses parents ont enfin vu l'homme responsable de la mort de leur unique enfant être traduit en justice. Mais le soulagement familial fut bref. Le 30 juin 2014, la condamnation de Lee a été requalifiée de meurtre en homicide involontaire par la Cour suprême de Pékin. La peine de réclusion à perpétuité a ainsi été réduite à 7 ans. Les juges d'appel semblent avoir pris en compte le fait que les deux étaient supposément dans une relation amoureuse et qu'il s'agissait d'une bagarre d'oreiller qui avait mal tourné. Ce changement dans la condamnation et la peine de Lee a été extrêmement controversé, car la Cour suprême a statué sans qu'aucune nouvelle preuve ne soit présentée. La famille d'Amanda jugeait la première décision juste, mais trouvait ce changement inacceptable, affirmant que cela a changé leur opinion sur l'équité de la loi, et que cette décision montre clairement que la loi peut être achetée avec du pouvoir ou de l'argent en Chine. Avec sa peine réduite, Lee a été libéré de prison en juin 2016. Malgré tous leurs efforts, la famille d'Amanda n'a jamais obtenu la justice que leur fille méritait. Ainsi se termine l'histoire d'aujourd'hui. Le Canada et la Chine ont une superficie similaire. Ils ont cependant une population légèrement différente. Le Canada compte 38 millions d'habitants tandis que la Chine n'en a que 14 milliards. Oui, milliards. Au revoir.
Aujourd'hui, nous allons examiner l'affaire bouleversante de Mandy Stavik, une jeune femme qui avait tant à offrir au monde et dont la vie a été brutalement écourtée. Amanda Teresa Stavich, connue sous le nom de Mandy, est née le 16 avril 1971 de Mary et Glenn Stavik. Elle était leur troisième enfant, après un fils nommé Brent et une fille appelée Molly. Mandy avait aussi un frère cadet nommé Lai. La famille Stavik vivait à Anchorage, en Alaska. Glenn et Mary se sont séparés en 1974 et ont ensuite divorcé. La famille a connu une tragédie en août 1975. À 17 ans, Brent, autorisé à chasser à Fort Richardson, a été retrouvé avec plusieurs blessures par balle à la tête et au dos. Le mobile du meurtre et l'assassin n'ont jamais été retrouvés. Au début des années 1980, Mary a déménagé avec ses enfants à ACME, dans le comté de Whatcom, État de Washington. Glenn s'était remarié et vivait toujours en Alaska. ACME est une petite communauté rurale à environ 24 km à l'est de Bellingham. Dans les années 1980, la population comptait environ 250 habitants. Les Stavik ont emménagé sur Strand Road, où les maisons occupaient d'entrées de grands terrains. Dans ce cadre paisible, entouré d'une belle campagne. Avec une criminalité quasi nulle et une communauté unie, c'était un bel endroit où vivre. Mary, la mère, est devenue conductrice de bus scolaire et, comme beaucoup d'adolescents locaux, Mandy a étudié au lycée Mount Baker à Deming, tout près. Elle était populaire, gentille et rapidement l'une des élèves vedettes. Quelle que soit l'activité, elle donnait toujours le meilleur d'elle-même et obtenait d'excellents résultats. Elle était une élève brillante, parlait japonais et maîtrisait la langue des signes. Elle jouait de la clarinette, de la flûte et du saxophone. Sportive passionnée, elle pratiquait divers sports, aimait courir et représentait son lycée en basket-ball. Mandy parcourait souvent à pied les 8 km depuis sa maison sur Strand Road jusqu'à la rivière Nooksack, accompagnée de sa mère, Mary, qui la suivait à vélo, et de leur berger allemand, Kira. Après son bac en 1989, Mandy a rejoint l'Université centrale de Washington. Elle avait toujours voulu être pilote de ligne, mais elle doutait désormais de ce choix, comme beaucoup de personnes de son âge. Cependant, avec sa détermination et son ambition, il semblait que, quel que soit le chemin qu'elle décidait de suivre dans la vie, elle était destinée à réussir. En novembre 1989, Mandy a parcouru 3h30 depuis l'université jusqu'à ACME pour fêter Thanksgiving en famille. Le 24 novembre, lendemain de Thanksgiving, Mandy est partie courir avec Kira, le chien de la famille. Mary n'a pas accompagné sa fille cette fois, car sa sœur était en visite chez eux pour Thanksgiving. Mandy a quitté la maison à 14h pour courir jusqu'à la rivière Nooksack par son itinéraire habituel. Environ 1 heure plus tard, le frère de Mandy, Lee, âgé de 13 ans qui se trouvait chez un voisin, a vu Mandy passer en courant lors de la dernière partie de sa course. Cependant, à environ 1/4 de mile de leur maison, Mandy n'est pas rentrée à la maison. C'était inhabituel, alors Mary a cherché sa fille, craignant qu'elle se soit blessée. Quelques heures plus tard, toujours sans aucune trace de Mandy, le berger allemand de la famille est rentré à la maison dans un état manifestement bouleversé. Mary a paniqué et appelé le 911, lançant immédiatement une recherche. À mesure que la nouvelle se répandait, la plupart des habitants connaissant Mandy ont participé aux recherches. La famille espérait que Mandy était blessée et incapable de bouger. Mais comme les recherches sur la course de Mandy n'ont rien donné, tous ont redouté qu'il soit arrivé quelque chose d'impensable. Quand elle courait, Mandy écoutait de la musique sur son Walkman, vêtue d'un sweat clair, d'un jogging vert et de chaussures de course bleues. Malgré de longues recherches, samedi 25 novembre, il n'était toujours pas plus près de retrouver Mandy. Le dimanche 26, un jogging sale et déchiré a été retrouvé dans un bois du comté voisin de Skagit. Il correspondait à la description des vêtements de Mandy, mais Mary n'était pas sûre qu'ils étaient à sa fille. Les recherches ont continué, et le lundi 27 novembre, les équipes qui fouillaient la rivière Nooksack sont tombées sur un corps accroché à des branches dans les eaux peu profondes au bord de la rivière. Le détective Ron Peterson a été appelé et le corps identifié comme Mandy, nu sauf ses chaussettes et chaussures. L'eau avait bien conservé le corps de Mandy,
et le détective Peterson a agi vite pour préserver les preuves potentielles. Une autopsie a révélé que la cause du décès de Mandy était la noyade. Mandy était une très bonne nageuse et l'eau où elle a été retrouvée était suffisamment peu profonde pour qu'elle puisse s'y tenir debout. On a supposé qu'elle avait perdu connaissance avant d'entrer dans l'eau, et une blessure au sommet de sa tête, bien que pas assez grave pour la tuer, aurait suffi à la rendre inconsciente. Confirmation. Le médecin légiste a conclu que Mandy avait subi une agression sexuelle. Mandy avait de nombreuses égratignures sur les bras et les jambes, preuve qu'elle avait tenté de fuir son agresseur à travers les buissons de murs voisins. Selon l'enquête, la police pense que Mandy a probablement été enlevée dans un véhicule, soit par une connaissance qu'elle a suivie volontairement, soit par une personne armée qui l'a forcée à monter. On a supposé que Kira, le chien de la famille, avait peut-être été blessé ou poussé dans un fossé avant de retourner à la maison. En outre, du sperme sur le corps de Mandy a permis d'obtenir un profil acide désoxyribonucléique. Au début de la comparaison acide désoxyribonucléique en criminologie, il existait peu de profils de référence. Le 3 décembre 1989, une cérémonie pour Mandy s'est tenue dans l'auditorium de son lycée, réunissant près d'1 millier de personnes. Puis Mandy a été inhumée lors d'une cérémonie privée 3 jours plus tard. Comme souvent dans ce genre de crime, le petit ami de Mandy, Rick Zender, a été interrogé. Rick, d'1 an l'aîné de Mandy, sortait avec elle par intermittence depuis 3 ans. Rick, ouvert et honnête lors de son entretien avec la police, a vite été écarté de l'enquête. Des milliers de pistes et de suspects ont été examinés. Cependant, à chaque avancée de la police, tous les suspects ont été formellement écartés de la mort de Mandy. Mary s'est exposée publiquement pour maintenir l'intérêt et sensibiliser le public à l'affaire. Une ligne d'information et une récompense ont été mises en place, ce qui a conduit à des centaines de nouvelles informations et, malheureusement, à des centaines d'impasses. Les mois sont devenus des années et l'affaire est restée non résolue, continuant de hanter cette petite communauté au fil du temps. L'affaire a été régulièrement réexaminée et reconsidérée. De nouveaux employés du bureau du shérif devaient reprendre les dossiers de l'affaire pour chercher un détail qui aurait pu être oublié. Le détective Kevin Boe, ancien camarade de lycée de Mandy et jeune policier lors du meurtre, a été affecté à l'affaire en 2009. Il a exigé un prélèvement acide désoxyribonucléique des personnes présentes dans la région à l'époque et correspondant au profil du tueur, mais cela n'a rien donné. Ce n'est que 4 ans plus tard, en 2013, qu'il y a eu un rebondissement inattendu dans l'affaire. Heather Backstrom et Mary Lee Anderson, deux mères de Bellingham, visitèrent le parc aquatique Birch Bay Water Slides avec d'autres mamans. Les 2 femmes, qui se connaissaient peu, ont évoqué le meurtre de Mandy, survenu 24 ans plus tôt, en regardant leurs enfants jouer au toboggan aquatique. Heather et Mary Lee ont aussi fréquenté le lycée Mount Baker. Au fil de la conversation, il est apparu que les 2 femmes soupçonnaient fortement le même homme pour la mort de Mandy. Timothy Bass Heather a raconté une histoire qui lui était arrivée lorsqu'elle avait 15 ans. Été 1989, quelques mois avant le meurtre de Mandy, elle croisa Timothy à un match de softball. Après le match, un groupe de jeunes, dont Heather et Timothy, âgés de 21 ans, étaient là montés dans le camion d'un ami. Heather était assise près de Timothy, qui flirtait si agressivement qu'elle s'est sentie très mal à l'aise. Elle avait toujours soupçonné Timothy dans le meurtre de Mandy, mais sans preuve, elle avait gardé cette intuition pour elle. Mary Lee a aussi eu une interaction très désagréable avec Timothy. En juillet 1991, alors chez elle avec son jeune fils, on a frappé à sa porte. Elle a ouvert la porte et vu Timothy, un ami de son mari, alors que ce dernier était absent, ce que Timothy savait probablement. Timothy a dit qu'il partait à la chasse et devait appeler sa femme. Il a demandé à Mary Lee s'il pouvait emprunter son téléphone. Elle l'a laissé entrer mais s'est sentie mal à l'aise quand il a feint d'appeler sa femme. Mary Lee entendait les bips du téléphone tandis que Timothy traversait la cuisine et entrait dans sa chambre. Déclarant qu'il passait souvent devant sa maison parce qu'il était amoureux d'elle et voulait faire l'amour avec elle, Mary Lee a exigé qu'il parte, mais il a refusé. Lorsqu'elle a menacé d'appeler la police, Timothy est parti, comme avec Heather. Mary Lee soupçonnait Timothy d'être impliqué dans la mort de Mandy, mais n'avait aucune preuve.
Elle a hésité à accuser quelqu'un, surtout dans une si petite communauté où les gens prennent confiance les uns des autres. Les deux femmes ont décidé de parler et ont contacté la police concernant leurs soupçons. La police a lancé une enquête sur Timothy Bass, 46 ans aujourd'hui, qui avait 22 ans lors du meurtre de Mandy en 1989. Il vivait avec sa mère, son père et son jeune frère Tom sur Strand Road, à une courte distance de chez Mandy. Tom était ami avec Mandy, mais Timothy ne faisait pas partie de leur cercle social. La famille, très appréciée localement, n'a pas été interrogée 6 semaines après le meurtre de Mandy. Timothy avait épousé spontanément sa petite amie du lycée, Gina Malone, et avait quitté la région avant 2013. Le couple a eu 3 enfants et Timothy était chauffeur-livreur chez Franz à Bellingham. La police a rendu visite à Timothy pour lui demander un échantillon d'acide désoxyribonucléique, comme cela avait été fait avec de nombreux hommes au fil des ans. Lorsqu'ils sont arrivés chez Timothy et lui ont demandé s'il connaissait Mandy Stavik, il a d'abord affirmé qu'il ne connaissait personne de ce nom, avant de soudainement sembler se souvenir et de demander « Était-ce la fille qui avait été assassinée ?» Cela a tout de suite alerté la police, car malgré les années, chacun dans cette petite communauté se souvenait du meurtre de Mandy. Timothy a refusé de donner un échantillon d'acide désoxyribonucléique, expliquant qu'après avoir vu de nombreuses émissions sur les faits divers, il ne faisait pas confiance à la police avec son acide désoxyribonucléique. Il est vite devenu le principal suspect du meurtre de Mandy. Mais sans preuve ni acide désoxyribonucléique, la police était limitée. Les motifs étaient insuffisants pour exiger un échantillon d'acide désoxyribonucléique. La police a donc contacté la boulangerie Franc, employeur de Timothy, pour obtenir un échantillon de son acide désoxyribonucléique. La boulangerie a refusé l'accès aux enquêteurs sans mandat ou assignation, bloquant à nouveau l'enquête. Désormais convaincus d'avoir identifié le meurtrier, les policiers vont continuer à recueillir des informations sur Timothy. Ils ont appris que Gina avait obtenu une ordonnance de protection contre Timothy en août 2010 et engagé une procédure de divorce. Dans le dossier du tribunal, elle a allégué que Timothy était à la fois physiquement et verbalement violent envers elle et leurs 3 enfants. Les documents montraient aussi sa peur de son mari, disant qu'il regardait souvent des émissions sur des affaires criminelles non résolues. Il disait « Je ne me ferai pas attraper, je ne suis pas stupide, ce serait facile de s'en sortir ». Cependant, en moins de 2 mois, Gina avait annulé cette ordonnance. En 2017, la police a tenté d'effectuer un nouveau prélèvement acide désoxyribonucléique dans la région. Timothée a encore refusé. La police a alors contacté la boulangerie et parlé à la gérante, Kim Wagner. Lorsqu'ils ont questionné Kim sur Timothée, elle a répondu que c'était un homme étrange, souvent en colère. Elle a dit qu'il la méprisait, ne l'appelant jamais par son prénom, mais juste femme. En avançant dans la discussion, Kim a compris que la police enquêtait sur le meurtre de Mandy et a proposé de donner son acide désoxyribonucléique. Cependant, Timothée était très prudent. Il ne fumait pas, ne jetait rien au sol et portait toujours des gants. Kim a mis 3 mois à avoir jeté un gobelet en plastique et une canette de Coca-Cola. Elle les a récupérés, cachés dans son bureau, puis remis à la police. Après une longue attente des résultats du laboratoire criminel de l'État, les détectives ont enfin reçu les informations espérées. L'acide désoxyribonucléique trouvé sur la canette et le gobelet correspondait à celui récupéré après le meurtre de Mandy, avec une probabilité de 1 sur 11 quadrillions. J'ai vérifié ce qu'est un quadrillion. C'est un nombre à 15 zéros. Le 12 décembre 2017, Timothée a été arrêté sur le parking de la boulangerie. Interrogé, il a nié toute relation avec Mandy, puis a changé de version quand la police a évoqué son acide désoxyribonucléique. Il a déclaré avoir une relation secrète avec Mandy, expliquant ainsi la présence de son acide désoxyribonucléique. Le jour de ses 81 ans, Marie a appris qu'une arrestation avait enfin eu lieu pour le meurtre de sa fille. Timothée a été inculpé de meurtre au premier degré, mais le délai de prescription l'a empêché d'être poursuivi pour l'enlèvement ou l'agression sexuelle de Mandy. Le juge a fixé une caution d'1 million de dollars, donc Timothée est resté en prison jusqu'au procès. Un litige a suivi sur l'admissibilité de la preuve acide désoxyribonucléique. Les avocats de Timothée ont déclaré que l'acide désoxyribonucléique avait été obtenu à la suite d'une perquisition illégale. Les forces de l'ordre ne peuvent pas utiliser des citoyens pour obtenir des preuves sans mandat.
Cependant, en août 2018, un juge a statué que la preuve était recevable, parce que la collègue avait eu l'idée de recueillir les preuves elle-même et qu'elle n'avait jamais été sollicitée par la police pour le faire. L'affaire a été jugée en mai 2019. Le procureur David McEachran, 44 ans lors du meurtre de Mandy, est sorti de sa retraite à 73 ans. Pour continuer, il a proposé ses services gratuitement, voulant obtenir justice pour Mandy. L'affaire du ministère public était simple. Ils ont affirmé que Timothy avait enlevé et agressé sexuellement Mandy. Puis, quand elle tenta de fuir, il la frappa à la tête et la noya dans la rivière Nooksack. D'abord, Gina a affirmé être avec son ex-mari le jour du meurtre, puis elle a témoigné contre Timothy. Elle s'est revenue sur sa déclaration précédente, affirmant qu'elle l'avait faite par peur. Gina a aussi déclaré avoir vu Timothy demander à sa mère de mentir pour lui servir d'alibi. Il avait demandé à sa mère de désigner son père, décédé plusieurs années auparavant. Le frère cadet de Timothy, Tom, a aussi témoigné pour l'accusation, affirmant qu'à l'époque, Timothy était sous enquête. Il avait dit à Tom qu'il avait couché avec Mandy et avait demandé à Tom de prétendre la même chose, pour la discréditer. Tom a ajouté que Timothy avait demandé à leur mère de lui donner un alibi en disant qu'il faisait dans des courses de Noël. Lors du meurtre, d'autres témoins ont été appelés, dont la mère de Mandy, Mary, 82 ans, et le petit ami de Mandy, Rick. Tous ont affirmé n'avoir jamais vu Mandy et Timothy ensemble. Il n'existait ni photos, lettres échangées ou preuves de contact téléphonique. Bien qu'il se souvenait à peine d'elle, en 2013, Timothy affirmait maintenant qu'ils avaient été amants. La défense a présenté une version des faits totalement différente, affirmant que Timothy n'était pas coupable d'enlèvement, d'agression sexuelle ni de meurtre. Ils ont affirmé que l'erreur principale de l'accusation était d'avoir exclu de nombreux suspects, uniquement car leur acide désoxyribonucléique ne correspondait pas. Mais si l'acide désoxyribonucléique provenait de relations sexuelles consenties antérieures, cela n'indiquait pas qui était le meurtrier. Ils ont affirmé que la pression exercée par l'enquête policière avait poussé Timothée à mentir au départ sur sa relation avec Mandy et à tenter de se fabriquer un alibi. La mère de Timothée a affirmé qu'il était un fils travailleur sans histoire. Elle pensait que la police, désespérée d'obtenir une condamnation, accusait un innocent. Le procès a duré 9 jours avant que les 6 hommes et les 6 femmes du jury ne se retirent tortant pour délibérer sur leur verdict. Timothée était-il un tueur de sang-froid ou simplement un jeune homme qui avait une liaison secrète avec sa voisine? Les délibérations ont duré un peu plus d'une journée. Et le 24 mai 2019, 29 ans et 6 mois jour pour jour après le meurtre de Mandy, ils ont rendu leur verdict. Timothée Bass a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et n'a montré aucune émotion lors du verdict. 6 semaines plus tard, le 2 juillet 2019, Timothée a été condamné. Le mari de Molly a parlé au tribunal pour la famille de Mandy, car Molly et Mary étaient trop émus. Timothée a aussi parlé. Il a réaffirmé son innocence et dénoncé un procès inéquitable. Ce qui le dérangeait surtout était l'accusation d'avoir voulu incriminer son père défunt pour le crime. Timothée a reçu la peine de prison maximale, près de 27 ans avec possibilité de libération conditionnelle après 24 ans. Son équipe juridique a immédiatement déclaré qu'il ferait appel. Le 1er juin 2021, la Cour d'appel de Washington a confirmé la condamnation de Timothée pour meurtre. Il est actuellement en prison au centre correctionnel de Clallam Bay, avec un appel toujours en attente devant la Cour suprême de l'État de Washington. Fin de l'affaire tragique de Mandy Stavik. La communauté a collecté beaucoup d'argent pour une récompense en cas de condamnation, mais elle n'a jamais été réclamée. Cet argent a été utilisé pour financer une bourse destinée aux musiciens talentueux de l'école de Mandy. Au revoir. Nous allons étudier l'affaire Cooper. Originaire de Coventry, en Angleterre, Roger Cooper travaillait comme responsable dans un magasin Costco en périphérie de Coventry. Il vivait avec sa compagne de longue date, Susan Potts. Mais cela ne l'a pas empêché d'entamer une liaison, non pas avec une, mais avec 2 collègues de Costco. Sinéad Sweeney, dont on sait peu de choses, et Samina Imam, qui était la responsable du marketing régional.
En 2014, Roger, âgé de 41 ans, et Samina, âgée de 34 ans, entretenaient une relation depuis environ 2 ans. Cela allait à l'encontre de la politique de Costco, donc leur relation était restée secrète. Cependant, à l'approche de la fin de l'année, Samina a lancé un ultimatum à Roger. « Quitte ta petite amie ou c'est fini ». Roger a accepté de quitter Suzanne et que l'année suivante serait différente. Prenant Roger au mot, Samina a commencé à faire des plans pour leur nouvelle vie ensemble. Fin novembre, elle a réservé 2 nuits à l'hôtel Malmaison à Birmingham pour les 24 et 25 décembre. Elle était si excitée à l'idée de passer Noël ensemble pour la première fois. Cependant, la réalité était bien différente, alors que Samina était occupée à faire des plans pour leur avenir. Roger, qui n'avait aucune intention de quitter sa petite amie de longue date, ni de mettre en péril sa carrière chez Costco, faisait d'autres projets avec son frère de 39 ans, l'ancien soldat David. Le plan différent était « Comment pouvait-il tuer Samina ?» Roger a décidé qu'elle était un problème pour lui et il voulait que ce problème soit résolu. Un premier plan a été élaboré après une fête de Noël. Samina séjournait à l'hôtel Premier Inn à Solihull. David louerait une voiture et attendrait dans le parking de l'hôtel jusqu'à ce que Samina arrive pour la nuit, puis il l'enlèverait. Les 2 frères, tous 2 fans de Star Wars, communiquaient en utilisant des codes de Star Wars. Mort, étoile, terminé, reste sur la cible, reste sur la cible. On t'attend, Vador. Le taxi de Samina l'a déposé devant l'hôtel, empêchant David de l'atteindre. Il a envoyé à Roger un message en français approximatif. Nil pointe, l'œuvre / leuve la fenêtre, ne part, ouvre, interprété ensuite comme signifiant aucun intérêt, aucun score. La fenêtre, parenthèse opportunité, parenthèse fermée, est fermée. Les frères se sont regroupés et ont élaboré un nouveau plan. La veille de Noël 2014, Samina et Roger ont quitté le travail à quelques minutes d'intervalle. Ils sont partis dans des voitures séparées, mais se sont retrouvés tout près. Samina a déchargé ses bagages de sa BMW, qui comprenait une bouteille de Bellini et quelques encas pour leur voyage. Puis elle s'est montée dans l'Audi de Roger, laissant sa voiture garée dans la rue tranquille. Pour Samina, elle partait pour une escapade romantique de 2 nuits à Noël. Roger a dit qu'il devait passer chez son frère avant d'aller à l'hôtel pour échanger des cadeaux de Noël. Samina a appelé sa sœur pendant le trajet et a confirmé qu'elle la verrait chez leurs parents le lendemain de Noël, le 26 décembre. Le couple est arrivé chez David, à Hewendon Drive, Leicester, vers 17h. On pense que Samina a été attaquée presque immédiatement. David et Roger étaient tous les 2 des hommes corpulents, mesurant 1,96 m et 2,01 m, alors que Samina ne faisait que 1,57 m, elle n'avait aucune chance. David a appliqué une serviette imbibée de chloroforme sur le visage de Samina jusqu'à sa mort. Il avait acheté un flacon de 200 ml de chloroforme quelques jours plus tôt sur eBay. Il dira plus tard que cet achat n'a jamais eu lieu, bien que les détails aient été confirmés via son historique eBay. À 18h25, Roger repartait déjà à Coventry, laissant David gérer le corps. Une fois que Roger est rentré chez lui auprès de sa compagne Suzanne, il s'est envoyé un service de messagerie courte depuis le téléphone de Samina dans le but de se créer un faux alibi. Le message disait « Je suis furieuse, je vais là où on me soigne vraiment ». Il devait inventer une raison pour laquelle il ne s'était même pas enregistré à l'hôtel Malmaison. Pendant ce temps, David a enveloppé le corps de Samina dans un sac de couchage militaire et du film plastique, puis l'a enterré sur son lopin de terre à Groby Road, à Leicester. Dans son cabanon, une pancarte disait « Ne m'énervez pas, je n'ai plus d'endroit pour cacher les corps ». Vers 19h45 ce soir-là, David était de retour chez lui lorsque sa compagne, Mira Shavda, est passée pour une visite rapide. Elle a dit qu'il n'y avait rien d'inhabituel dans son comportement pendant cette période. Au cours des jours suivants, les frères ont continué à essayer de dissimuler leurs crimes. Ils sont revenus à la voiture de Samina, l'ont nettoyée pour effacer empreintes et acide désoxyribonucléique, puis l'ont laissée à 105 km à Luton. Samina, absente chez sa famille après Noël, a été déclarée disparue et une recherche a vite débuté.
Roger a été interrogé plusieurs fois. Il a d'abord dit à la police avoir vu Semina pour la dernière fois au travail la veille de Noël, puis il a changé sa version. Il a dit que lui et Semina s'étaient disputés en route vers Leicester et qu'elle avait demandé à sortir de la voiture. Ils se sont arrêtés dans un Tesco près de la M69. Elle a pris ses affaires et est partie furieuse. Il a dit qu'il pensait qu'elle boudait quelque part et qu'il n'avait pas mentionné cela lors du premier interrogatoire. Comme il n'allait pas faire de mal à sa compagne de longue date pour quelque chose qui se serait calmé le 2 janvier. Roger a fondu en larmes lors de l'interrogatoire en lisant le message texte qu'il a faussement prétendu être le dernier reçu de Samina. 2 jours plus tard, le 4 janvier 2015, la voiture de Samina a été retrouvée dans une rue résidentielle à Luton. Son sac, ses achats et bagages avaient disparu. Aucune empreinte dans le véhicule et le siège était reculé pour un conducteur bien plus grand. Lorsque les données du téléphone de Samina ont été analysées, elles ont montré qu'elle s'était rendue chez David. Le Bellini et les encas qu'elle avait achetés pour son voyage à Malmaison ont été découverts dans le réfrigérateur de David, et son Global Positioning System a été retrouvé dans son grenier. Un renseignement provenant d'un membre du public les a dirigés vers le jardin ouvrier de David, où le corps de Samina a été retrouvé. Les 2 frères Cooper ont été arrêtés pour suspicion de meurtre, et des charges ont été retenues contre eux 2 jours plus tard, alors qu'ils étaient en garde à vue. David a expliqué comment il a tué Samina. J'ai pris du chloroforme, l'ai versé sur une serviette et ai appliqué un moment. Son visage a touché ses genoux, ses bras se sont levés et je les ai forcés vers le bas. Je me suis dit, juste quelques respirations. Elle ne s'est pas réveillée. Bien qu'il ait ensuite modifié cette version et déclaré qu'il avait trouvé le corps de Samina après être parti déplacer la voiture et que sa mort était un accident. Lors du procès, les 2 frères ont nié le meurtre. David a reconnu avoir enterré le corps de Samina mais a nié l'avoir tué. Le procès à la couronne de Birmingham a duré plus de 2 mois et s'est terminé fin octobre 2015. Dans une décision unanime fondée sur les nombreuses preuves de l'affaire, le jury les a tous 2 déclarés coupables de meurtre. Chacun a écopé d'au moins 30 ans de prison. Le juge a déclaré que l'utilisation d'un poison dans une affaire comme celle-ci démontre une intention de tuer de sang-froid, quelles qu'en soient les conséquences. Vous avez travaillé main dans la main pour planifier et exécuter. Le meurtre d'une jeune femme joyeuse et pétillante, brutalement trahie par l'homme qu'elle aimait et son frère. La détective en charge a qualifié ce meurtre d'infraction la plus insensible qu'elle ait jamais enquêtée. La majorité des meurtres sont des actes impulsifs liés à la colère ou la jalousie. Dans ce cas, nous avons découvert des semaines de préparation pour tuer Samina, plusieurs tentatives contre elle et une cause de décès inhabituelle, a déclaré la commissaire Caroline Marsh. Son père, Dean, a rendu hommage à sa fille en disant que Samina était très spéciale pour moi et ma femme. Je pourrais parler des jours entiers de Samina et de ce qu'elle représentait pour nous, sa famille et ses proches. Et cela nous brise le cœur de ne pas pouvoir la ramener à la maison, là où elle devrait être avec sa famille. Nous sommes absolument dévastés par la perte de Samina. Rien ne nous préparait à apprendre de la police que notre fille aurait été assassinée. Merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous, au revoir.